BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Votre sujet cette semaine, Jean-François? Eh bien, Cédric, faisons simple. Article 1er, il faut être plus efficace. Article 2, il faut être lisible pour tous. Voilà, pour le reste, je vous renvoie à d'autres interlocuteurs pour mettre en musique les deux grands principes que je viens d'édicter. Moi, si vous le permettez, je vais vous laisser pour passer à un autre sujet, parce que, voyez-vous, j'ai beaucoup de travail. Non, attendez, vous voulez rire, vous... Rasseyez-vous. Je vous ai prévenu hier qu'on avait plus de temps et que donc il fallait que vous soyez prolixe. Ah, Cédric, je sens chez vous un petit côté gouvernemental. Vous avez la main pour décider de ce qui se passe, notamment en fixant l'ordre du jour. Et nous, les petites mains, Nicolas et moi, eh bien, il nous faut nous adapter, nous lever à 5 heures du matin pour éplucher nos dossiers et travailler jusqu'au bout de la nuit pour tenter d'affûter nos arguments. Croyez-moi, je crois que ça ne peut pas durer. Bon, ça c'était pour le clin d'œil, merci beaucoup. Votre coup de gueule du jour, c'est quoi? Ça ressemble un peu à celui des députés qui disent qu'ils travaillent trop? Oui, c'est effectivement, c'est en tout cas mon point de départ. Vous l'avez vu, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, se plaint de l'agenda parlementaire surchargé. Les députés travaillent trop, plus de 80 heures par semaine, de façon continue, y compris le soir et le week-end. Et du coup, selon leur président, ils ne peuvent plus faire correctement leur boulot. Bon, et Jean-François Filiatre a décidé de les soutenir. Écoutez, moi je ne veux pas faire de la démagogie, à la différence de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui s'est empressé de dire que c'était très bien que les députés travaillent. Genre, on a remis les feignasses au boulot. Pourquoi est-ce que vous abordez le sujet alors? Parce que visiblement, il y a un problème dans la construction de la loi et que face à cette situation, il faut sortir des petites phrases démagogiques pour exciter le bon peuple, mais essayer de réfléchir pour trouver des solutions. Et voyez-vous, hier matin, en écoutant BFM, j'ai entendu Christophe Barbier se livrer à cet exercice. Alors, c'est une bonne stratégie pour enrichir le débat. Que nous a donc dit mon camarade, l'homme à l'écharpe rouge? 1. Qu'il ne faut plus traiter dans l'hémicycle que les textes importants et que la loi doit fixer les grandes lignes et que les décrets d'application doivent servir pour rentrer dans le détail. 2. Que les autres textes qui sont très techniques et auxquels la majorité des députés ne comprennent rien, eh bien, ils doivent être adoptés en commission et que, in fine, en cas de problème sur les textes, ce doit être à la jurisprudence de définir le droit. Attendez, Jean-François, vous n'allez pas nous faire un précis de droit constit, là, ce matin? J'imagine qu'il y a un fonds d'épargne derrière tout ce que... Oui, je vois que vous me connaissez comme si je venais quasiment là tous les jeudis matin depuis déjà un certain temps. Cela dit... Vu mon intro, vous avez déjà un premier élément de réponse sur ma pensée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Article 1, être plus efficace. Article 2, être plus lisible pour tous. Voilà, et puis pour le reste, je vous renvoie à d'autres interlocuteurs qui vont mettre tout ça en musique. Qu'est-ce que vous pensez de mon texte de loi? Un peu limite, un peu décevant. Enfin, c'est bien de renvoyer les grands principes à plus tard, mais... Voilà. Donc, en principe, le logique de dire les grands principes de la loi égale les grands principes, franchement, ça marche pas très bien. Revenons dans le sujet où on dit on va confier le détail au décret d'application. Soyons francs, ça existe déjà. Oui. Prenons un exemple. Vous avez parlé à l'antenne, ici, il y a environ 1 an et demi de quelque chose. C'était la loi Sapin 2 qui changeait les choses concernant le LDD. Vous vous en rappelez? Il n'y avait pas que le LDD, mais il y avait notamment le LDD, puisqu'on avait choisi qu'on allait rajouter la lettre S, parce que, in fine, on allait devenir solidaire et que notre banquier pourrait nous inciter à donner. Voilà, exactement. Belle mémoire. Alors certains, effectivement, ne se rappellent de la loi Sapin 2 que le blocage potentiel des contrats d'assurance vie, mais il y avait effectivement la capacité de donner de l'argent sur le LDD avec l'obligation tous les ans pour les établissements de demander aux détenteurs s'ils voulaient ou pas donner. Ça a été effectivement inscrit dans l'article 80 de la loi Sapin 2. Et j'imagine, Cédric, que vous avez un LDD S et je vous pose la question, est-ce que votre banque vous a demandé de donner, si vous vouliez donner de l'argent? Jamais. Diable! Un banquier qui ne respecte pas la loi! Mais quelle honte! Franchement, soyons clairs, je rigole enfin à moitié. Pourquoi? Parce que Choupinette, elle écoute BFM Business et on lui a dit que son banquier devait lui proposer de donner de l'argent et il ne l'a pas fait. Alors, voyez-vous, ça n'améliore pas l'image du banquier auprès de Choupinette si elle est un peu activiste. Vous allez verser dans l'activisme? Non, pas du tout, c'est pas mon genre. En fait, je vais vous dire, le banquier, il y est pour rien. Pourquoi? Parce que le texte qui prévoit ce mécanisme s'achève ainsi, le texte de loi 80 de la loi Sapin 2, un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celle de la sélection des bénéficiaires par le client. Mais
où il est ce décret? Alors, le texte, il a été voté par la gauche. Alors, hors le blabla juridique, il y a un projet de décret qui avait été préparé, que j'ai constitué, qui comprend une vingtaine de lignes seulement. Le seul hic, c'est que la gauche a oublié de le signer avant de partir. Et paraît-il, aujourd'hui, le texte, il est sur le bureau du Premier ministre, qui, sauf erreur de ma part, ne l'a toujours pas signé. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a toujours pas signé? Attendez, vous rigolez. Avec tout le travail que j'ai, alors que je frôle le burn-out, vous croyez quand même pas que j'ai eu le temps d'appeler Matignon pour mener l'enquête? Non. Mais cela dit, on peut réfléchir. Soit le Premier ministre, il n'est pas d'accord sur le principe. Mais là, ça pose un problème démocratique. Si un nouveau gouvernement n'est pas d'accord avec l'ancien, il a tout à fait le droit. Mais si tel est le cas, c'est scandaleux que ça passe par le blocage d'un décret. Ça doit passer par le changement de la loi. Cela dit, je n'ose pas croire que c'est le cas et je vais vous dire pourquoi. Parce que de mémoire, lorsque cette disposition a été prise lors de la loi Sapin 2, il y avait à Bercy un ministre qui s'appelait Emmanuel Macron. Non. Et je n'ose pas croire que notre homme soit en même temps pour l'économie sociale et solidaire et en même temps contre l'économie sociale et solidaire. Bon, en même temps, comme vous dites et comme il dit, quelles peuvent être les autres raisons? Peut-être le Premier ministre à piscine, ou peut-être il a trop de décrets à signer. Alors, Benjamin Griveaux voit plus souvent Édouard Philippe que moi. Alors, lui qui trouve que c'est très bien que les députés travaillent beaucoup, eh bien, j'aimerais bien qu'il me dise sur le sujet ce que fait le Premier ministre. Bon, si je comprends bien, le principe d'une loi généraliste et de décrets d'application qui, par la suite, seraient pris notamment par les administrations, vous n'êtes pas chaud bouillant? Non, pas du tout. Vous voyez, quand j'étais en fait directeur de la rédaction Mieux Vivre Votre Argent, on avait une rubrique qui s'intitulait « Nouveau et utile ». Et en fait, je ferraillais toujours avec la rédaction pour leur dire « n'entre dans cette rubrique-là que des choses qui sont nouvelles et utiles ». Rendez-vous compte du problème. Parce que quand la loi, elle n'est pas nouvelle et utile parce qu'elle n'est pas applicable. Bon, vous connaissiez donc le fameux « pas de bras, pas de chocolat ». Eh bien, aujourd'hui, vous apprendrez le « pas de décret, pas de loi », sachant, je le rappelle, que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, le plus bel exemple en la matière, ça c'est vous qui me l'avez rappelé, ça avait été la loi Thomas qui a créé les fonds de pension. Et ils n'ont pas vu le jour parce qu'il n'y a pas eu de décret d'application. Exactement. C'était il y a bien longtemps, il y avait eu effectivement la loi Thomas et en fait le gouvernement n'avait pas souhaité publier les décrets d'application. Maintenant, j'ai un autre message, si vous le permettez, à l'attention de Benjamin Griveaux, justement sur le mode de fonctionnement de la loi. Ça concerne l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On va quitter 2 secondes l'univers des décrets d'application pour rentrer dans l'univers du BOFIP. Le BOFIP, Cédric, c'est quoi une petite définition? C'est le bulletin officiel des finances publiques. Exactement, vous êtes au top ce matin. Alors effectivement, c'est un recueil où l'administration fiscale nous dit comment elle lit la loi. Rendez-vous compte, moi je croyais que le fisc, il était là pour appliquer la loi, non, il la lit. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une situation qui est littéralement ubuesque sur l'impôt sur la fortune immobilière. Ah, on en parlera tout à l'heure, tiens, avec Aurélie Alamijon. Ça a été voté donc par la majorité actuelle. C'était censé s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Et à l'origine, on rappelle qu'on était censé déclarer son IFI avec sa déclaration de revenus, avec une date pour le papier, et puis il y avait 3 dates différentes. Comme d'hab. Jamais on passait sur Internet. C'était avant-hier soir. Voilà. Mais sauf que on a donné une nouvelle limite. On a donné une nouvelle limite. On a tout décalé au 15 juin. Et alors, on peut. Enfin tout, non. Pour ceux qui déclarent l'IFI, en en ceux plus. Qui déclarent l'IFI, tout à fait. Mais pour les autres, c'est déjà trop tard. Si on se dit, on a donné un délai supplémentaire, on est trop gentil, en fait. Pourquoi le gouvernement a fait sur ce choix? Parce qu'en fait, sur bien des sujets, eh bien, le texte de loi, il pose question. Donc, il faut l'éclaircir dans le BOFIP. Seul problème, c'est que fin mai, les éclaircissements, ils étaient toujours pas faits. Je pose la question à Benjamin Griveaux. Il fout quoi, l'administration fiscale? Peut-être devrait-il les inciter à travailler plus. Non, entre nous, je rigole. Mais en pratique, le gouvernement s'est engagé à nous sortir un texte avant le 8. Hier soir d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu. Alors sur le sujet, j'ai une question pour Benjamin Griveaux. Enfin, j'espère que Benjamin Griveaux nous regarde parce que vous l'avez assailli de questions. Oui, mon cher Benjamin. Je suis un épargnant soumis à l'IFI et vois-tu, parce que comme je suis proche du burn-out, et en plus avec ma patte folle, les choses sont dures, donc du 8 au 15 juin, j'avais prévu de partir en vacances. Donc qu'est-ce que je fais? Je déclare n'importe quoi ou je m'octroie un délai supplémentaire? Comment? Ah, moi aussi, il faut que je me mette au travail. Non, franchement,
c'est plus du travail, c'est la révélation de l'inorganisation de l'entreprise France. Ce n'est plus un état de droit, c'est un état de pseudo-droit. Je m'inquiète un tout petit peu pour nous. Vous êtes vraiment en vacances la semaine prochaine ? Non, rassurez-vous, je viendrai vous voir. Mais continuons sur la critique du BOFIP. La loi, elle est mal ficelée. Cela pose problème que le BOFIP doive la préciser. Mais voyez-vous, on peut même aller plus loin. Des fois, le BOFIP, il réécrit la loi. Ça veut dire quoi ? Vous avez des exemples ? Un des exemples les plus récents en la matière, c'était l'application de l'abattement par durée de détention sur les moins-values boursières. Sous François Hollande, on avait voulu encourager la détention longue d'actions et on avait donc instauré sur les plus-values un abattement par durée de détention au-delà de 2 ans. Eh bien, l'administration fiscale avait décidé que l'abattement s'appliquerait aussi aux moins-values. Car, franchement, on va être clair, le droit pour l'administration, c'est franchement moins son sujet que de rentrer du pognon dans les caisses. Et du coup, l'affaire était remontée jusqu'au Conseil d'État. Tout à fait, créant d'ailleurs au passage une instabilité fiscale supplémentaire. Parce que pendant tout le débat jusqu'au Conseil d'État, moi, épargnant, je considérais que la règle, c'était quoi? Alors, juste pour le fun, le Conseil d'État avait dit que le BOFIP ne s'était pas borné à expliciter la loi, mais qu'il y avait ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne les autorisait à édicter. Du coup, c'est au passage le Conseil d'État qui avait fixé la règle, qui d'ailleurs au passage ne correspondait pas non plus à l'esprit de la loi. Donc franchement, l'argument qui consiste à dire on attend la jurisprudence pour éclaircir les choses, merci, mais pas pour moi. La dernière idée évoquée sur une possible réforme du Parlement, c'était de faire voter les députés. C'était de faire voter les députés en commission sur les textes les plus techniques. Alors là, je dis franchement, rigolade, surtout en matière financière. Pourquoi? Parce qu'il paraît que la nouvelle génération de députés est plus représentative de la population que l'ancienne, n'est-ce pas? Je vous vois arriver. On nous a dit ça, et je trouve ça formidable. Mais si la nouvelle génération de députés n'est pas capable de comprendre les textes qu'elle vote, parce qu'ils sont trop complexes, comment nous, pauvres manants, nous pouvons les comprendre? Donc je le dis, dans la situation actuelle, la loi, elle doit être compréhensible, elle doit être lisible, elle doit être immédiatement applicable, sans décret d'application, sans jurisprudence. Ça nécessite vraisemblablement plus de temps pour la faire, ça nécessite vraisemblablement plus de courage politique pour limiter les dérogations. Et sur le sujet de l'épargne, c'est vraiment un impératif, notamment parce qu'on a besoin de la lisibilité, de visibilité. Et je vais vous dire, sur le sujet, on pourra juger très prochainement le gouvernement, en particulier sur la loi Pacte, en particulier sur la partie épargne retraite. C'est quand même la séquence de la vie ordinaire de la démocratie. Hein. Ah oui, le fait d'avoir effectivement des décrets qui, quelquefois, en traduisant les décrets, arrivent à un résultat qui est quand même contraire à l'esprit de la loi votée initialement. Sans compter effectivement les textes qui sont complètement abscons, qui doivent être complètement repensés et qui sont en décalage par rapport à ce qui voulait être fait au départ. Non, c'est assez... Mais on retrouve exactement les principes du bon impôt du marquis de Vauban. Le bon impôt, il doit être facile à appliquer, compréhensible par tous et stable. Et c'est exactement à peu près les mêmes critères que ceux de Jean-François pour la bonne loi.